L'entièreté de cette vidéo n'est pas scriptée. Je vais juste parler au rythme des pensées qui me viennent. Et je m'en fous si la vidéo dure 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. J'ai envie de parler. En fait, sur mes réseaux, de manière générale, si vous me connaissez, je fais beaucoup d'introspection. Je parle beaucoup de ma santé mentale, de qui je suis, des textes que j'écris. Et je l'ai pas encore fait sur cette chaîne YouTube. Et comme je suis un éternel narcissique qui a besoin de parler de lui, je vais le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de qui je suis sans ma souffrance, aka personne. Du moins, c'est ce que je pense. Pour faire un rapide topo, j'ai plusieurs diagnostics de troubles mentaux à mon actif. Donc j'ai notamment une dépression sévère, un trouble de personnalité borderline, de l'anorexie et des lourds traumatismes. Ce qui fait qu'évidemment, j'ai fait beaucoup de merde dans ma vie. Surtout pour tous mes bordis qui se reconnaissent là-dedans, je vous jure. On est ensemble, les gars. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de TS. J'ai fait beaucoup d'automutilation. J'ai des cicatrices partout sur le corps. Des cigarettes, des brûlures de cigarettes, des coupures. Tout. Vraiment, je suis passé partout. J'ai fait environ une quinzaine d'hospitalisations en psychiatrie, dont 3 qui ont été imposées par la justice. J'ai fait une quarantaine de passages aux urgences. Tous à cause de soit d'overdose, soit à cause de scarification, ou à cause de TS, ou à cause de n'importe quel stupide comportement qui me mettrait en danger. Ah, et j'ai des addictions. Voilà. Bon, en gros, le mec est fucked up. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que je me complais dans cette souffrance. Pas dans le sens où je kiffe être malade, mais dans le sens où, ouais, je sais pas qui je suis quand je souffre pas. En fait, je sais pas qui je suis si je souffre pas. Parce que je souffre tout le temps. J'aimerais vous dire que maintenant je ne le fais plus, que j'ai trouvé mon identité propre, bla bla bla, je ne sais quel truc inspirant. C'est faux. Je souffre toujours énormément, mes addictions sont toujours très présentes dans ma vie, je consomme toujours. Niveau trouble alimentaire, j'ai tendance à rechuter en ce moment. Dépression, je fous rien de mes journées. Donc voilà, je préfère être honnête. Hein. Honnêtement, ici on est transparent. Je vais mal. Et je sais pas qui je suis si je vais pas mal, en fait. Je sais pas. C'est un état d'esprit très étrange. Mais je me suis dit, si je m'auto-détruis pas maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis une merde. Je rate tout. Si je m'auto-détruis pas maintenant, si je fais pas cette merde, si je fais pas cette connerie, si je fais pas cette bêtise de me faire du mal là maintenant, je suis une merde, je suis un raté, je suis nul, ça prouve que j'ai pas la force de faire ce genre d'extrême. Et en fait, je me complais dans le fait d'arriver à certains extrêmes. Je me complais dans le fait d'aller toujours plus loin. C'est presque comme si mes quinzaines d'hospitalisations, c'était une fierté. Parfois, je le brandis comme ça en psychiatrie devant d'autres patients et je leur dis ah ouais, moi j'ai fait une quinzaine d'hospites. Et puis 3 qui ont été imposés par la justice. C'est pas une fierté, ça n'a rien d'exceptionnel, mais je pense que c'est un mécanisme aussi de défense du cerveau qui globalement vit n'importe quoi tout le temps. Je vis des choses horribles tout le temps. Et je suppose que pour me défendre et pour vivre mieux ces choses, je me suis dit que ça avait de la valeur. Ça n'a aucune valeur. En fait, rationnellement, je le sais. Maintenant, au niveau de mon cerveau, je ne le sais pas. C'est comme si mon cerveau trouvait de la valeur dans les choses horribles que je me suis faites. Et en fait, vous voyez, moi, dans ma tête, il y a 2 catégories de personnes. Les personnes qui vont bien, ou du moins qui ont des coups de déprime, mais qui n'en arrivent pas à des extrêmes tels que des TS, des passages à l'acte, des hospitalisations en psychiatrie. Et puis il y a les gens comme moi, les gens qui vont faire des hospices, les gens qui vont se faire du mal énormément, les gens qui ont des cicatrices. Et les gens comme moi, c'est comme si j'étais en compétition avec eux. Ce sera qui celui qui fera le plus de mal, qui aura fait le plus de TS, qui aura fait le plus de passages à l'acte. Et puis le but ultime qui sera buté. C'est triste à dire, mais des fois, j'ai envie de me faire du mal pour me prouver à moi-même que je suis fort. Comme s'il y avait une force, comme s'il y avait un pouvoir dans le fait de se faire du mal, dans le fait de s'autodétruire toujours plus. Comme si je pouvais dire au monde, regardez-moi les gars, je suis fou,
Je suis fou et je suis capable de tellement. Et vous êtes pas capable de ça. Et c'est stupide comme raisonnement, je le sais, rationnellement je le sais, mais je peux pas m'empêcher de le penser. Et c'est assez triste quand on y pense. Et en fait, pour faire un rapide, ça va pas du tout être rapide, pour faire un tour de comment ma santé mentale est devenue assez catastrophique, ça a commencé vers mes 15 ans, avec des pensées sombres, où je voyais des voitures et je me disais, ah, si elles me renversaient. Et puis ça allait ensuite vers mes 16 ans, l'anorexie. Ça a été les scarifications. Et puis ça a été le pire, les tentatives de suicide. Et là, c'est là que j'ai atteint un point de retour. C'est à partir de mes 18 ans, en 2022. J'ai eu 18 ans, je me suis barré du domicile familial. J'ai vécu pour la première fois dans un studio seul. C'était même pas une coloc, c'était seul. Et mon état s'est aggravé d'une façon spectaculaire. Et je sais pas pourquoi. C'est comme si, en fait, moi je viens j'ai vécu une enfance et une adolescence assez violente, très maltraitante, etc. pour moi. Et je pense que c'est comme si j'avais tellement tout emmagasiné que tout est ressorti quand j'ai vécu seul. Et donc c'est sorti comme une bombe. Ça a explosé. Je dirais même que j'ai implosé. Ça a implosé dans mon corps. C'est comme si mon cerveau me disait, mec, j'ai supporté tout ce temps, toute la merde que t'as vécue. Maintenant, tu te démerdes. Aujourd'hui, je regrette, mais vous voyez ces cicatrices, je les trouve moches. Surtout les brûlures de cigarettes, on va pas se mentir, avoir des petits des petits pois sur le corps, c'est pas très sexy. Mais, mais des fois, c'est comme si je les brandissais comme une fierté, comme quelque chose qui dirait les gars, regardez-moi. Vous avez fait ça, votre corps? Je pense pas. Moi, si. Moi, regardez jusqu'où je suis allé juste parce que j'allais mal. Moi, regardez de quoi je suis capable. Moi, regardez à quel point je peux supporter la souffrance. Et c'est étrange parce que d'un autre côté, on pourrait se dire que c'est une façon de demander de l'attention. Et je pense qu'il y a une part de ça, oui. Sûrement qu'il y a une part de moi qui veut de l'attention. Il y a aussi une part de moi qui veut se sentir valorisé. Une part qui veut se sentir puissant. Je veux me sentir puissant. Je me sens puissant dans ma douleur. Et c'est pas la chose à faire, mais en même temps, je sais pas qui je suis si je souffre pas. Et vraiment, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, ça risque pas de changer avant un bon moment. Et je me suis déjà fait la réflexion, mec, peut-être qu'un jour tu changeras ce mindset, mais il faudrait tellement de travail. Et puis en fait, est-ce que la personne que je serais si je me projette, c'est beau ça, que je serais. Est-ce que la personne que je serais si j'arrivais à ne pas aller mieux, est-ce que cette personne je l'apprécierais? Alors je m'apprécie pas, je dirais même que je me déteste. Mais il y a une partie de moi que j'aime, c'est la partie qui souffre. C'est la partie qui me dit je suis fou, je l'assume et j'en fais quelque chose. Et c'est aussi ça le problème, c'est que ma folie, j'en sors une espèce de créativité, vous voyez. J'arrive à écrire aussi parce que je suis fou. Et j'aime bien ce terme fou parce que il me représente. Je suis absurde, je suis fou, je suis un enfant terrible, je suis complètement fou. Voilà. Et ça me va. Et je suis un original, je suis un taré, je suis tout ce que vous voulez, un monstre. C'est des mots que je me suis pris dans la gueule et je m'en fous, je me les réapproprie. Mais justement, ça me fait penser à un truc. C'est que j'avais vu une question passer sur mon feed Instagram. Est-ce qu'il faut être malheureux pour être un bon écrivain? Et tout de suite, je me suis dit, bah non, ce serait tellement restrictif. Ce serait dommage, quoi, de penser que seuls les écrivains malheureux sont de vrais écrivains ou sont de bons écrivains et que les gens qui ne sont pas malheureux dans leur vie ne peuvent pas bien écrire. Pourtant, il y a une part de moi qui pense que si, qu'il faut être malheureux pour être un bon écrivain. En tout cas, pour moi, si j'étais pas malheureux, je serais pas l'écrivain que je suis aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses que je déteste en moi, beaucoup. Mais l'écriture, ma manière d'écrire, ce que je produis, mon rapport à l'écriture, comment je le fais, c'est tellement quelque chose que j'aime. En fait, j'aime l'écrivain en moi, sincèrement. J'aime ce que je produis et je suis fier de ce que je produis, je suis fier de ce que j'écris et j'ai pas honte de le dire. Parce que j'aime tellement peu de choses chez moi qu'au moins ma part d'écrivain, faut que je l'apprécie, quoi, les gars. Et puis, c'est ça qui je serais si je ne... Quel écrivain serais-je
Si je n'avais pas vécu toutes ces choses horribles, si je ne vivais pas toutes ces choses horribles actuellement encore, quel écrivain serais-je? Ma sensibilité vient profondément de ma souffrance. Mon rapport au monde vient de ma souffrance. Tout vient de ma souffrance. Mes émotions, tout. Et c'est grâce à ça que je produis. Et donc, je me suis dit, mon art dépend aussi de ce mal-être. Et c'est quelque chose qui m'angoisse parce que je me dis, si je vais mieux, est-ce que j'écrirai toujours aussi bien? Est-ce que j'écrirai toujours de manière aussi juste? Et la réponse, c'est que je sais pas. Et ça me fait peur. Et puis aussi, ça fait depuis mes 15 ans, ça veut dire que ça fait quoi? Ça va faire 7 ans, putain, je deviens vieux. Ça va faire 7 ans que je suis dans cet état. 7 ans que je souffre. Alors je souffrais déjà avant, hein. Quand je relis mes journaux intimes de quand j'avais 13-14 ans, j'étais déjà bien fêlé, mais on va dire que ça fait 7 ans que c'est vraiment devenu hardcore. Ça fait 7 ans. Et depuis 7 ans, j'ai pas été une personne heureuse. Pas une seule fois. Alors il y a eu des périodes où j'étais plus stable, mais elles ont été très courtes. Elles ont été très brèves et très rares aussi. Et donc je me considérais même pas comme une personne heureuse, j'étais juste stable. Et stable et heureux, c'est pas la même chose. Moi, je considérais que je serais heureux quand j'aurais arrêté de prendre tous ces médocs de merde, là, prescrits par ma psychiatre, que j'adore, hein. Mais madame, quand même, vos médocs. Voilà. Je considère que je serais heureux quand j'aurais arrêté ces médocs, quand j'aurais arrêté de vouloir mourir, quand j'aurais arrêté de ne pas manger ou de prendre des laxatifs quand je mange, quand j'aurais arrêté de vouloir me faire du mal, quand j'aurais envie de vivre, quand j'arriverai à me projeter. Ça, c'est pour moi, c'est être heureux. Et en fait, je crois pas à une vision unique du bonheur, comme si être heureux, c'était le but absolu dans la vie. Non, vraiment pas. Moi, je pense que le bonheur, c'est des hauts et des bas aussi. C'est pas un état constant. C'est pas un état permanent. Ça, c'est clair. Et rien que pour ça, je peux pas affirmer que je vais être heureux toute ma vie, mais je peux affirmer que je vais peut-être être heureux à certains moments. Et c'est bizarre parce que là, quand je vous en parle, on dirait que j'ai envie d'être heureux. Et pourtant, une part de moi veut pas. C'est comme si j'étais disloqué en deux. Mon cerveau, une part veut aller mieux parce qu'il en peut plus, parce que ce cerveau n'en peut plus de souffrir, n'en peut plus d'être disloqué, n'en peut plus d'être mal. Et puis il y a une part qui se dit, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie parce que je veux continuer à souffrir, parce que si je continue à souffrir, au moins je sais qui je suis, ça me fait pas peur. C'est comme se jeter dans le vide si je ne sais pas, si je ne souffre pas. Se jeter dans le vide pour devenir une personne que je ne suis pas actuellement. C'est vrai que la manière dont je parle, on pourrait croire que je dis que je suis ma souffrance, et c'est partiellement vrai. Je ne suis pas ma souffrance et j'en suis conscient. Pourtant, elle fait tellement partie de ma vie, elle prend tellement de place que je ressens être ma souffrance. En fait, ma souffrance m'impacte au quotidien. Quand je dis que je suis en dépression sévère et que ça impacte toujours ma vie, c'est que je ne sors pas de chez moi. J'ai un abonnement au cinéma que j'aime, le pass Cinéville vraiment dans mon cœur. J'aime le cinéma plus que tout. J'aime lire plus que tout. J'aime les jeux vidéo. J'aime regarder des séries. J'aime regarder des animés. J'aime créer. Et la seule chose que j'arrive encore à faire, c'est à la limite écrire. Mais même ça, des fois j'ai du mal. Et c'est terrible. Parce que je ne sors plus. Je ne vais plus au cinéma alors qu'avant j'y allais tout le temps. J'en profitais. Fallait bien rentabiliser cet abonnement à la con. Et ben je le fais plus. Je ne fais plus rien. Et cette souffrance, donc, elle prend toute la place. Et moi, je me sens nul, je me sens minable de rien faire. Mais je continue de rien faire. Et donc, je suis Noé, l'ermite. Et là, j'ai pas mal parlé du fait que je me sentais puissant dans ma souffrance, que je me sentais validé, que je me sentais reconnu, bla, bla, bla. Mais il y a aussi une autre chose très importante, je trouve, qu'il faut souligner. C'est que, peut-être que, en fait, j'ai tellement essayé d'aller mieux, croyez-moi, j'ai essayé, que peut-être que je me complais dans cette souffrance parce que j'ai plus d'espoir et parce que j'en ai marre d'essayer. Vous voyez, c'est ça le truc, je suis fondamentalement pessimiste, parce que quand on est pessimiste, on n'est jamais déçu. Alors c'est un mindset très stupide aussi, j'en suis conscient. C'est aussi quelque chose qui te gâche la vie d'être pessimiste. Cependant, j'ai tellement essayé d'aller mieux, j'ai fait tellement d'hospitalisations, j'ai fait tellement de choses, j'ai pris des médicaments,
J'ai pris du poids à cause de ces médicaments. J'ai eu des effets secondaires. Là, je dors tout le temps. Sûrement à la fois à cause des médicaments et à la fois à cause de la dépression. Alors c'est fatigant, vous voyez. Et c'est fatigant d'y croire. Ça devient épuisant même. Parce qu'on se dit, allez, pas cette fois, mais cette fois-ci, j'y arriverai. Et pas cette fois, mais la prochaine fois, j'y arriverai. Et puis à force, on n'y croit plus. Et donc si j'y crois plus, je préfère me dire que ce sera permanent cet état et que, enfin permanent, je vais y revenir, et que bah tout simplement ça va pas changer. Quand je dis permanent, c'est un peu paradoxal parce que je parle de permanent, mais non, je me projette pas dans l'avenir. Je me dis toujours que je vais sûrement mourir très jeune d'un suicide, d'une overdose, d'une quelconque manière qui est due à la maltraitance que j'inflige à mon corps. Je me suis toujours dit, enfin non, pas toujours, mais ça fait 7 ans que je me dis, je vais pas vivre vieux. Et quand j'en parle à mes proches, ils sont très tristes, donc j'évite de leur en parler parce que je comprends, vous voyez, on aime quelqu'un, on n'a pas envie que cette personne meure, c'est la base, mais on veut vivre longtemps avec cette personne, on veut créer des souvenirs. Et moi, j'arrive pas à me dire que je vais dépasser, avant je me disais je vais pas dépasser 20 ans, là je vais en avoir 22. Voilà, je me dis je vais pas dépasser 30 ans, je vais pas dépasser 20, 25, je sais pas. Et c'est sûrement aussi parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de dépasser cet âge. J'ai peur d'être dépassé cet âge, d'être encore dans cette souffrance et de pas avoir avancé. Et c'est un peu spécial parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir avancé et en même temps un peu parce que quand je me compare à 2023, ma pire année de ma vie, où j'ai fait des choses horribles. Mais quand je me compare à cette année, je me dis quand même qu'il y a du changement. Mais d'un autre côté, je vois que je vais toujours mal et donc pour moi j'avance pas. Pourtant tous mes proches me disent Noé tu avances, Noé tu as fait beaucoup d'efforts et je veux bien l'entendre. C'est vrai que j'ai fait des efforts, mais je vais pas mieux. Je vais peut-être moins pire, mais pas mieux. Et il y a une énorme différence entre moins pire et mieux. Vous voyez, c'est à la fois effrayant d'aller mieux, mais c'est aussi effrayant d'aller mal. Mais c'est effrayant d'aller mieux. Et c'est ça dont je parle aujourd'hui. Je ne sais pas qui je suis si je ne souffre pas. Je ne sais pas parce que je n'ai pas arrêté de souffrir depuis 7 ans. 7 ans. Et puis même plus en fait. Hein. Des maltraitances, des violences, j'en ai vécu depuis mes 4 ans. 4 ans, ça fait 18 ans que je souffre. 18 ans que j'ai des traumatismes assez lourds. Et je sais pas qui je suis sans ces traumatismes. Je ne suis pas mes traumatismes. Mais d'un autre côté, je suis mes traumatismes aussi. Dans ma tête, je suis mes traumatismes parce qu'ils m'ont tellement forgé. Et c'est triste à dire que maintenant je me considère un peu, je me vois à travers ce prisme des traumatismes, ce prisme de la souffrance, et j'ai du mal à me voir autrement. Ce qui n'est pas à faire. Et je le redis, en fait, je le répète beaucoup pendant cette vidéo, que c'est pas à faire, que c'est pas bien, que c'est pas la bonne démarche à avoir, parce que je le sais, parce qu'on me l'a déjà dit, parce que j'ai fait beaucoup de thérapie et qu'on me l'a dit, on m'a dit non, tu n'es pas ta souffrance. D'accord, je l'entends. Pourtant, je le crois pas. Je le crois pas, j'en ai conscience. Je sais que c'est vrai, mais fondamentalement en moi, non, ça passe pas. Et puis si j'étais quelqu'un de moins créatif, de moins intéressant, de moins aimable, de moins gentil, de moins intelligent, parce que je ne souffre plus, qui serais-je? Et c'est ça, c'est le saut dans le vide. C'est vraiment le fait de se dire, allez, je me plonge là-dedans et je vois ce qui va se passer. Moi, j'ai pas envie, parce que moi, je suis un trouillard depuis toujours. J'ai toujours été. Quand je suis habitué à quelque chose et que ça change, ça ne me plaît pas. Je déteste le changement. Je déteste le changement. Je déteste les changements de plan. Je déteste tout ça. Non seulement je déteste le changement, non seulement je déteste ne pas savoir ce qui va se passer, mais aussi j'ai besoin de contrôle dans ma vie. Et c'est très lié à mon anorexie aussi, parce que l'anorexie, c'est aussi une maladie qui naît d'un besoin de contrôle immense. D'un besoin de contrôle qui prend toute la place et qui se manifeste par
de la privation de nourriture ou par des comportements d'hyperactivité ou que sais-je. Enfin, l'anorexie est une maladie complexe et peut-être que j'en ferai une vidéo pour en parler de manière plus approfondie. Mais là, c'est pas le sujet. Et donc, j'ai besoin de ce contrôle. J'ai besoin de ce contrôle et c'est difficile de ne pas l'avoir. Et donc, tant que je suis triste, enfin triste n'est pas le bon mot, tant que je suis souffrant, j'ai le contrôle parce que c'est quelque chose que je connais. Et c'est un peu lié au changement aussi, du coup. Les deux sont un peu croisés, quoi. Les deux se complètent. Et je sais pas qui je suis si je souffre pas. 7 ans de souffrance. 7 ans de souffrance, c'est aussi plusieurs années à essayer. Je dis que 3 hospitalisations ont été imposées par la loi sur une quinzaine. Tout le reste, c'était à ma demande. Tout le reste, c'était parce que j'en pouvais plus. C'est bien la preuve que j'ai essayé d'aller mieux. C'est bien la preuve que... Allez, merde, quoi. Je me suis battu. Je me bats toujours. Parce que tant que je suis en vie, je considère que je me bats. La vie est un combat pour moi. Donc on peut pas dire que je suis paresseux. Parce que j'ai essayé et j'essaye toujours. Et en soi, il est vrai que j'ai besoin de cette souffrance, mais je m'y abandonne pas à 100%, sinon je serais mort. Sinon je me jetterais sous un train. J'ai pas les couilles de faire ça. J'ai pas les couilles et puis j'ai encore un peu d'espoir. Et c'est vrai que tout ce que j'ai dit dans ces vidéos était assez triste, mais j'ai de l'espoir. Et puis, sans espoir, qu'est-ce qu'on est? On est mort. Moi, si j'ai plus d'espoir, je suis mort. Et ça me rappelle quelque chose qu'une amie m'a dit. L'espoir meurt en dernier. Et c'est vrai. C'est vrai parce que sans espoir, on est mort. Sans espoir, qu'est-ce qu'on fait de la vie? Et puis, toutes les fois où j'ai essayé de me tuer, il y avait quand même une toute petite partie de moi qui avait encore espoir. Parce que si on n'a pas espoir, on n'est rien, on est mort. Et l'espoir, c'est ce qui nous tient en vie aussi. Et donc j'ai espoir. Et pour finir sur une note plus positive, oui, j'ai espoir. Oui, j'ai envie d'aller mieux. Mais je suis pas sûr d'aimer la personne que je vais devenir. Ou que je peux devenir. Je parle au futur, mais la vérité, c'est que je suis un pessimiste fondamental et que je déteste être déçu. Donc on va partir du principe que je ne vais pas forcément aller mieux, même si c'est triste, bla. C'est parce que les youtubeurs font plein d'espoir, messages bienveillants, tout est beau dans le monde des bisounours. C'est pas mon cas. Je vous préviens, si la prochaine fois que je ferai des vidéos introspectives, je serai fondamentalement pessimiste. Enfin bon, j'abuse un peu. Mais je serai pas en mode youhou, je vais mieux, la vie est belle. Enfin, peut-être que si un jour, peut-être que si je deviens ce genre de personne, je serai en mode youhou, la vie est belle. Qui sait? Mais c'est pas le moment. C'est pas le cas pour le moment, quoi. Je sais pas si je vais aimer cette personne. Je m'aime pas actuellement, mais je sais pas si je vais aimer cette personne. Je sais pas si les choses que j'aime, je les aimerai toujours. Les personnes que j'aime, est-ce que je les aimerai toujours? Est-ce qu'elles m'aimeront toujours? De quelle manière on s'aimera? Est-ce que ce sera différent? C'est des questions que je me pose et qui sont très, allez, c'est intense, quoi. Mais je ne sais pas qui je suis si je ne souffre pas. Et ne pas savoir, ça m'angoisse. J'ai parlé de beaucoup de choses négatives et très sensibles aussi dans cette vidéo. Parce que j'ai été 100% honnête. Et c'est pas nouveau. Être transparent, je l'ai toujours été, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Je le dis, j'espère que malgré le trigger warning, vous ne serez pas senti mal. J'espère que la manière dont j'ai abordé le sujet ne vous a pas trigger ou mis extrêmement mal. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'était de m'exprimer. J'aime faire de l'introspection. J'aime parler de moi parce que je suis fondamentalement égocentrique et narcissique. Et ça, je le sais. Les écrivains sont narcissiques de toute façon. Ils sont là en mode regardez, j'écris des mots, allez, lisez-moi. Enfin oui, on est narcissique. Il n'y a pas de mal à ça en soi. Enfin c'est un défaut, mais des défauts on en a tous. Donc j'espère que ça vous aura pas fait du mal parce que c'est pas mon but. On m'a déjà dit que mon compte était trigger. Donc trigger en gros pour les vieux qui me regardent, c'est juste pour dire que mon compte peut provoquer des sentiments négatifs parce qu'il rappelle des événements ou des souvenirs traumatiques
Donc par exemple, la manière dont, par exemple, si je parle de suicide, je peux trigger quelqu'un qui a fait des tentatives de suicide. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un trigger warning, d'où le mot trigger warning. Et donc on m'a dit que mon compte Instagram était très trigger et je suppose que c'est en lien avec les textes que je poste, parce que oui, je poste des textes assez sombres parfois. Ou alors c'est en lien avec mes cicatrices qu'on voit parfois l'été sur les photos en t-shirt, et ça franchement faut aller se faire cuire un œuf. J'aime bien cette expression. Parce que là, je peux pas mettre un trigger warning sur mon corps, sur des cicatrices qui sont guéries. Elles sont blanches. Je peux pas. Mais donc, sur mon compte Instagram, on m'a déjà dit qu'il était trigger. Et ça m'a fait du mal, honnêtement, de lire ça. Parce que je me suis dit, merde, mais je fais du mal aux gens en parlant de ça? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que je fais mal de faire ça? Et la vérité, c'est que je sais pas. Je sais pas. Mais je continue de le faire. C'est peut-être un peu égoïste. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens m'ont dit que ça leur avait fait du bien de me voir m'exprimer sur des sujets liés à la santé mentale ou à la souffrance de manière générale. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis, pour ceux qui se reconnaissent dans mes mots, de vous sentir compris, de vous sentir vu, de vous sentir aimé. Parce qu'on a tellement d'amour à donner. Parce que si on s'aime pas, à quoi ça sert? Et puis, pour les gens qui ne sont pas concernés par ce genre de problématique, qui n'ont pas ce genre de souffrance, je suis très heureux pour vous déjà, mais j'espère que ça vous aura permis de vous enrichir un minimum. Enfin, j'ai pas la prétention d'être enrichissant, mais de au moins pouvoir dire que ça vous aura apporté une certaine compréhension de la complexité de ma personne ou de la personne des autres. Je sais pas pour qui je me prends honnêtement, mais honnêtement ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo parce que ça libère. Et parler de sujets comme ça, même sans script, juste laisser parler, me laisser parler, c'est assez, c'est cool. Je le referai peut-être. C'est moins joyeux que moi qui fais des petits vlogs au musée, mais voilà. Et puis, il faut savoir aussi que c'est que j'ai fait beaucoup de cuts dans cette vidéo parce qu'il y a plein de moments où j'étais juste comme ça. Voilà. Et donc, en même temps, j'ai pas de script. J'ai une excuse. Alors, je me suis peut-être un peu étalé, mais je me suis dit au début de la vidéo que non, je me foutais pas la pression par rapport à la durée de la vidéo. Et donc, si vous êtes là jusqu'au bout, merci infiniment. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir essayé de comprendre. Merci. Et on se retrouve pour une autre vidéo, peut-être un peu plus joyeuse la prochaine fois, j'espère. Et on va sûrement parler de livres à la fin de l'année, parce qu'on arrive doucement au mois de décembre, et de mes livres préférés que j'ai lus en 2025. Et croyez-moi, ça va être quelque chose. Voilà. Merci à tous.